Bien, mesdames et messieurs, rebonjour. Je voudrais commencer par des remerciements que j'adresserai pour commencer aux partenaires de SS France qui ont bien voulu nous accompagner dans l'organisation de cet événement. Ils sont là, je ne les citerai pas tous, mais ce sont des partenaires précieux puisque ce sont des partenaires au long cours avec lesquels nous poursuivrons, je l'espère, un partenariat dans les années à venir. Je voudrais remercier nos prestataires, celles et ceux qui, issus de l'économie sociale et solidaire, ont contribué à la réussite de ce congrès. Je voudrais remercier aussi, pour commencer, l'équipe opérationnelle de SS France, que je découvre, puisque je ne travaillais pas encore avec eux, mais je découvre qu'ils sont redoutablement efficaces. Pauline, Mathilde, Marie, Inès, Clara et Antoine. Merci pour eux. Je voudrais remercier nos invités internationaux. Je le redis, je l'ai dit devant Bruno Le Maire, mais c'est très important pour nous d'avoir des correspondants, des femmes et des hommes qui partagent la même exigence de concilier économie, utilité sociale et intérêt général, donc venus de Côte d'Ivoire, venus de Pologne, et puis le président de Social Economy Europe, Juan Antonio. On va se retrouver à Rome bientôt, c'est je crois dans 10 jours, et ce sera aussi un grand moment, et j'étais très heureux que tu puisses ainsi brosser de quelle manière l'Union européenne a fait évoluer sa vision de l'économie sociale, et ça doit beaucoup au travail de Social Economy Europe. C'est important que nous nous liguions les uns et les autres pour faire évoluer cette vision, et comme quoi c'est utile, parce que tu l'as dit, le fait que l'Union européenne reconnaisse l'économie sociale comme un des 14 écosystèmes industriels, c'est nouveau. Ça veut dire aussi que des fonds seront orientés davantage vers le développement de l'ESS, et ce sera tout à fait précieux dans les années à venir. Donc félicitations à toi pour ce formidable bilan. C'était pas joué d'avance, honnêtement, donc je tenais à te le dire. Je voudrais aussi saluer les représentants de l'État qui sont toujours là, Maxime Baduel et Jean-François Pascal. On a été assez gâtés, honnêtement. Il y avait une hypothèse que vous soyez les seuls. Alors du coup, ça vous a un peu volé la vedette quand même. Mais c'était quand même un scénario possible. Et finalement, Olivia Grégoire hier, Bruno Le Maire aujourd'hui, Gabriel Attal, non, je plaisante. Et, et c'était bien, je l'ai dit, je trouve important que, au-delà de... Il n'y a pas d'affaire de politique, là, en l'occurrence, mais que le ministre de l'économie et des finances vienne. On aurait pu, évidemment, et je pense que la prochaine fois, rentrer dans des dialogues un peu plus serrés sur la question du financement du médico-social, de tout le privé non lucratif. Ces questions-là n'ont pas été abordées. On aurait pu revenir, et j'en dirai quelques mots, sur ce qu'avait pointé l'UDES remarquablement, sur le fait que 2 des 10 milliards de suppression de crédits qui ont été décidés par cette année concernaient l'économie sociale et solidaire. C'est un dialogue exigeant que nous aurons dans l'avenir avec, évidemment, probablement un nouveau gouvernement, et je ne vais pas anticiper là-dessus, mais c'était important que Bruno Le Maire soit là. Bon, je commence parce que je sais qu'il y a de la presse, parce que je veux tuer tout de suite une rumeur. Depuis hier soir, Gabriel Attal, justement, on m'annonce comme candidat aux élections législatives contre Gabriel Attal. Donc je suis ici, j'y reste, je suis accroché à ce... Et je ne vais pas du tout être candidat aux législatives. Donc j'en profite pour le dire. Non pas que ça ne me rappelle pas des souvenirs, mais voilà, je suis tellement heureux d'être là, et je vous le redirai tout à l'heure, que je n'ai pas du tout l'intention de faire autre chose. Donc je le dis parce que comme mon téléphone a sonné hier soir pour des raisons que j'ignore complètement, parce que je ne sais pas quel est le petit malin qui a lancé cette histoire, mais voilà. Donc il n'y a pas de Benoît Hamon contre Gabriel Attal aux élections législatives. Voilà, je vais commencer, je vais redevenir pour le coup un peu plus sérieux pour vous dire que nous vivons, on l'a tous exprimé, un moment assez particulier de notre existence collective. Et je me suis souvenu que du plus presque loin que je me souvienne dans ma vie engagée, il y a une phrase qu'on citait régulièrement et qui était à la fin devenue épuisée, presque épuisante, presque galvaudée, tant elle avait été utilisée à tort et à travers, une citation d'Antonio Gramsci qu'on a utilisée abondamment et que vous connaissez parfaitement, mais qui, aujourd'hui,
trouve peut-être un sens un peu plus concret et peut offrir une boussole pour le présent. Cette citation d'Antonio Gramsci, elle renvoyait à la crise, et je vous la rappelle, vous la connaissez par cœur. Je vois Timothée Duberger qui commence à s'endormir parce qu'il sait exactement où je veux en venir. Elle disait « C'est quand le vieux est mort, la crise, et que le neuf ne peut pas naître ». Et Antonio Gramsci, dans ses cahiers de prison en 1930, poursuivait en disant « Et de ce clair-obscur, la crise, peuvent ou naissent les monstres ». Chers amis, je pense qu'au moment où je vous parle, peu importe les caractéristiques que nous attribuons à la crise qui frappe la France, peu importe à cette étape qui sont les responsables et quelles en sont les causes profondes, je pense qu'aujourd'hui, le monstre gronde à notre porte. Et je pense qu'à son festin, ce que nous représentons dans cette salle, ce que nous incarnons collectivement par nos valeurs, nos activités, nos solidarités, pourrait être un mets de choix. Alors la décision du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale a suspendu le temps, elle a interrompu le fil de nos existences programmées, et je considère que nous sommes aujourd'hui indiscutablement, collectivement, comme citoyens, comme entrepreneurs, comme coopérateurs, comme sociétaires de mutuelles, comme dirigeants associatifs ou simples bénévoles. Nous sommes confrontés à un choix historique, celui de confier le destin de la France à l'extrême droite ou de confier le gouvernail de la France entre des mains toujours désireuses de rendre effectives les valeurs d'égalité, de liberté et de fraternité à l'heure du changement climatique, de la polarisation des inégalités économiques et de la multiplication des zones de guerre et de conflit dans le monde et en Europe. Et il eût été impossible que le congrès de SS France reste étanche à ce choc. Emmuré dans la chronologie précise et les équilibres subtils de nos tables rondes en plénière et en atelier, nous sommes l'économie ouverte sur l'intérêt général, nous sommes l'économie ouverte sur la diversité du monde, nous sommes l'économie ouverte sur la démocratie, et il était donc logique, normal, naturel que notre congrès bouleverse son ordre du jour et résonne avec les battements inquiets du cœur de la France. Dans chacun de nos débats depuis 2 jours, l'inquiétude affleurait derrière les convictions que l'ESS doit changer d'échelle. L'attention pointée derrière le plaidoyer en faveur de la sanctuarisation de nos modèles non lucratifs dans les champs de la vulnérabilité des personnes. Le doute s'invitait en filigrane de nos appels à adopter une loi de programmation budgétaire ou un crédit d'impôt pour l'innovation sociale. Et l'amertume aussi dominait devant le report sine die de toute législation sur la fin de vie, et je pense à tous celles et ceux, dont ici Claire Toury, qui ont travaillé sur ces questions et qui doivent vivre la disparition de ce texte de loi comme quelque chose de particulièrement difficile. Je remercie néanmoins toutes celles et ceux qui ont prêté leur voix et partagé leurs convictions lors de ce congrès, les 2 ministres, je l'ai dit, les représentants de l'État, mais aussi vous, tous les participants de ce congrès. Si tant de monde se presse à Jussieu depuis 2 jours, si la liste d'attente était si riche, c'est que chacun comprend que l'ESS propose des ressources nombreuses et variées pour relever les défis économiques, sociaux, écologiques et démocratiques, et que chacun comprend que l'impulsion que nous donnerons à l'issue de ce congrès aura une portée et une audience qui vont bien au-delà du rôle qui nous était jusqu'ici assigné, secondaire. J'y reviendrai, car je ne saurais commencer en réalité ce premier discours en tant que président de SS France sans remercier le conseil d'administration pour la confiance qu'il m'a accordée. Elle n'avait rien de si évident que cela. Avoir été ministre de l'ESS et architecte avec vous, je ne l'oublie pas, de la loi de 2014, donne une légitimité mais aucun droit. J'ai donc participé avec joie à un exercice démocratique original au sein d'une organisation qui incarne la variété des entreprises ouvertes à la délibération collective. Et je veux à cette étape remercier ceux qui ont contribué avec moi à la réussite de ce processus, Damien Baldin, directeur général de la France s'engage, et Stéphane Junique, président du groupe Vive. Nous considérions tous que la démocratie était, et en France, trop abîmée, trop fragile pour ne pas prendre soin nous-mêmes
de ces espaces et de ces temps de débat et de choix démocratiques qui nous sont confiés. Et je crois que la discussion que nous avons eue, le débat que nous avons eu, était très respectueux de ces écosystèmes démocratiques fragiles. Je voudrais également prolonger ce propos introductif en saluant affectueusement celui à qui je succède, Jérôme Sadier, que je connais depuis longtemps. Depuis, je le disais, confié d'ailleurs à Bruno Le Maire, depuis nos années militantes à l'UNEF, autant vous dire que ça fait vraiment longtemps, où dans ces murs ou d'autres murs, nous débattions d'innombrables choses, l'allocation d'études, je m'en souviens encore, et plein d'autres choses. Nous occupions aussi ces locaux parfois, je n'ose le dire, à la présidence de l'université, mais en tout cas, on essayait de nettoyer derrière nous, je crois, j'espère en tout cas. Mais depuis, nous ne nous sommes plus quittés avec Jérôme Sadier, on a partagé une grande variété de combats communs. La vérité, c'est que je lui succède aujourd'hui. Et c'est logique parce que son engagement dans l'ESS précède largement le mien. Et que si je lui succède, au fond, c'est parce qu'il m'a largement initié et accompagné dans mon apprentissage et ma connaissance de l'économie sociale et solidaire. Le travail qu'il a accompli, nous avons tous eu l'occasion de le dire, n'est pas mince. ESS France parle aujourd'hui d'une seule voix. ESS France est aujourd'hui l'interlocutrice reconnue des pouvoirs publics et des milieux économiques. Sinon, ni Bruno Le Maire, ni Olivier Grégoire, ni demain le président du MEDEF ne nous auraient invités à dialoguer avec eux. Il y a aujourd'hui un plaidoyer identique, quand bien même chaque famille a son propre plaidoyer. Il y a une capacité à faire corps ensemble. Et tout ce travail qui a été réalisé est précieux parce que c'est lui, ce travail que tu as fait, Jérôme, qui va autoriser ce qui va suivre. Sans ce travail, nous ne pourrions pas nous projeter comme nous allons le faire. Et ce travail qui va suivre, c'est la mise en œuvre d'une stratégie de changement d'échelle de l'ESS, la création d'un chemin de progrès pour toute l'ESS, la constitution d'alliances avec le secteur public comme l'économie conventionnelle pour la transition écologique, la mobilisation de nos ressources en défense de la démocratie politique et évidemment en promotion de la démocratie économique. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure. Je ne vais pas tellement parler de la loi ESS, elle a 10 ans et à vrai dire, on en a abondamment parlé. Je préfère qu'on se projette. Et au moment où j'ai réfléchi à la façon dont je voulais vous parler d'ESS, je me suis dit quel angle vais-je choisir. Bon, entre-temps, il y a eu une dissolution de l'Assemblée nationale qui a un petit peu changé ce discours, mais j'ai quand même décidé de garder un angle que j'avais arrêté juste avant dimanche. Et j'ai choisi, pour vous parler d'ESS, le truchement d'un interprète que vous allez juger peut-être un peu anachronique, mais je prends mon risque, comme on dit. J'ai choisi le roi mondial de la tech, Elon Musk. Alors pourquoi et comment est-ce que j'en arrive à penser ESS avec Elon Musk? Je vais vous le dire. Parce qu'il y a quelques semaines, à quelques kilomètres d'ici, à vol d'oiseau, Elon Musk était invité à donner une conférence au sommet Vivatech. Et je me demandais pourquoi y avait-il au programme de ce salon plus de 10 ministres, d'innombrables dirigeants de la BPI, de la Caisse des dépôts, de la Commission européenne, qui étaient invités à être des speakers pour pitcher sur le growth hacking ou à propos du scaling de l'économie digitale. J'en passais des meilleurs, il y avait des très beaux titres de table ronde. Je vous invite, si vous voulez perfectionner votre anglais, encore que je me demande si dans l'anglais courant ça se comprenne, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, il y avait un très beau programme. Et je me suis dit, s'il y a tant de monde, si Vivatech a tant de succès, c'est sans doute que les chiffres économiques le justifient. Et rationnel comme je suis, j'ai donc été regarder quels étaient les chiffres de l'économie digitale, et j'ai cherché l'explication dans la croissance de l'économie digitale et le nombre d'emplois. Le secteur de l'économie numérique, en France, c'est 6% du PIB. Je pense que c'est Elon qui s'attend à ce que... L'économie digitale, c'est 6% du PIB. 660 000 emplois. Et bien que nous ayons toujours refusé d'être intoxiqués à l'indicateur du PIB parce que nous nous méfions de cet indicateur qui ne dit pas tout ce qui est notre contribution aux richesses au pluriel de ce pays, je rappelle que quand on mesure le PIB et l'ESS, comme l'a dit le ministre de l'Économie et des Finances, qui est quand même le mieux placé pour en parler, c'est 10% de la richesse nationale et 2 500 000 emplois. Donc, pourquoi y avait-il tant de ministres, toute la BPI,
la Caisse des dépôts, il y en a quelques-uns ici aussi, et je les remercie, la Commission européenne, alors que la performance, manifestement, du secteur est très en deçà de ce que nous proposons à l'économie sociale et solidaire. Et je me suis dit que c'était peut-être du côté de Elon Musk et de ce qu'il allait dire qu'il fallait aller chercher l'explication à cet engouement, quand bien même Elon Musk se déclare ami des suprémacistes blancs américains. Je me suis dit qu'il fallait quand même faire un effort pour écouter ce qu'il avait à dire. Je me suis donc posé devant mon ordinateur, j'ai cliqué sur l'intervention et j'ai écouté. Elon Musk a pris la parole et a affirmé que, je cite, accrochez-vous, selon l'hypothèse la plus probable, dans quelques années, l'intelligence artificielle aura remplacé tous les emplois et qu'il faudra verser un revenu universel à tout le monde. Benoît Hamon sort de ce corps, j'ai dit. Et arrête immédiatement de parler de revenu universel. Bon, et il prolonge, Elon Musk. Imaginez les battements de mon cœur à cet instant. La question devient, et je deviens plus sérieux, la question, dit-il, devient alors celle du sens. Si les robots et ordinateurs peuvent tout faire mieux que vous, est-ce que la vie a un sens? Musk annonce en réalité un monde dans lequel, il l'annonce, ce qui ne veut pas dire que cela arrivera, un monde dans lequel l'IA remplace le travail humain et par ce procédé élimine le sens de nos vies. Et je voudrais qu'on s'arrête quelques secondes sur cette vision du monde et ce qu'elle dit derrière cette interrogation du monde qui vient, et d'un monde qui vient qui n'est pas tellement étranger à ce que pensent aujourd'hui beaucoup de dirigeants d'extrême droite. Parce que cette vision est d'abord et principalement chargée d'un profond pessimisme sur l'homme. Voilà d'ailleurs des hommes, Elon Musk, qui exploitent l'intelligence d'autres hommes et femmes pour créer des technologies qui, peu à peu, les dépossèdent de leur autonomie, de leur créativité et de leur libre arbitre. Et Musk appartient à une génération qui considère qu'à tout problème humain, toute question sociale, la technologie et l'intelligence artificielle ont une solution en face à proposer. Que la technologie n'est pas seulement plus rapide que l'homme, mais qu'elle est plus douée, plus intelligente, plus sensible. Quel que soit votre problème, il existe quelque part une application pour y répondre. Pour tout résoudre, cliquez ici, résumé un intellectuel de la Silicon Valley qui s'est depuis émancipé de ces thèses-là, Evgeny Morozov, qui est le premier à avoir compris la principale impasse de ce qu'on appelle le solutionnisme technologique. Il nous empêche, le solutionnisme, de penser le vrai changement, car il occulte quoi? Les causes sociales et politiques des problèmes. Alors, comme souvent, dans ces cas-là, l'erreur consisterait à se tromper d'adversaire. Le danger ne vient ni de l'initiative privée, ni de l'innovation technologique, il faut le dire ici. Il commence, le danger, quand la sphère publique prête à celle-ci, l'initiative privée et l'innovation technologique, les vertus de l'intérêt général. Les Américains, d'ailleurs, n'ont pas le monopole en la matière, et quand on regarde notre propre écosystème financier public, on observe quoi, et vous serez innombrables à le confirmer, qu'il soutient massivement l'innovation technologique, mais que l'argent se fait beaucoup plus rare, au soutien notamment de l'innovation sociale. Et je crois que, et ce qui est pour moi important de le dire au moment où nous allons projeter l'ESS vers l'avenir, c'est que nous vivons, me semble-t-il, sous le règne d'une croyance démesurée dans les vertus de l'innovation technologique comme une solution miracle au désastre que la technique elle-même, mais mise au service d'un modèle économique prédateur, a créé, en bouleversant le cycle de vie de nos écosystèmes naturels et en accélérant un réchauffement de la température globale qui menace et réduit l'habitabilité de la Terre. Alors, je veux tout de suite vous le dire, puisque sur ce sujet de la technologie, moi je ne fais pas partie de ces femmes et ces hommes qu'on appelle les ludistes. Les ludistes étaient des hommes et des femmes qui s'étaient ralliés derrière un monsieur qui s'appelait Ludd, le général Ludd, qui
combattaient et détruisaient les métiers à tisser artisanaux parce que l'industrie du textile anglaise avait trouvé des machines pour se substituer à ces métiers artisanaux. Et moi, je ne me situe pas du tout dans cette tradition-là, je ne me chauffe pas à la chandelle, je crois profondément que l'intelligence artificielle et la technologie peuvent, au service notamment de la santé, nous permettre de réaliser des progrès considérables et dans beaucoup de domaines. Mais je crois cependant qu'il faut cesser d'écouter Musk comme on va à la messe. Je pense que, d'ailleurs, le rôle d'un président n'est pas de recevoir Musk comme un chef d'État, mais qu'au fond, il est au contraire, ou plutôt, de proposer un cadre démocratique où discuter collectivement des places respectives de l'intelligence artificielle, de la technologie et des êtres humains. Que voulons-nous voir améliorer par une connexion numérique? Où voulons-nous garder l'économie digitale éloignée de ce que nous sommes? Dans quel domaine de nos vies la machine ne remplacera jamais, à nos yeux, la sensibilité d'un homme ou d'une femme? Et quelles sont les conséquences d'une société qui remplace le lien social par la connexion numérique? Et sans opposer l'innovation technologique et l'innovation sociale, le rôle de l'ESS est de rappeler l'importance de cette conception de l'humanité qui nous lie ici. Et j'en viens justement à ce que nous sommes après avoir parlé du solutionnisme d'Elon Musk. Nous revendiquons, au diapason de Lévinas, que la rencontre avec autrui, c'est répondre de celui que nous rencontrons, c'est répondre de l'autre. Réparer le lien, le goût de l'autre, appelons cela comme on veut, c'est le rhizome de Deleuze et Guattari, c'est la créolisation de Glissant, c'est le Caire de Cynthia Fleury. En clair, nous considérons qu'il n'y a pas d'humanité sans société, sans échange direct, authentique, débarrassé du truchement, voire des trucages, parfois de la technologie. C'est notre conviction aujourd'hui qu'il faut créer, préserver du lien social et faire en sorte de répondre aux crises qui sont devant nous par des programmes, par des solutions qui s'appuient sur le lien social, la mise en relation d'hommes et de femmes entre eux. Alors ce sujet me ramène tout droit au moment que nous vivons. Et dans une période troublée, et nous avons tous pu le constater dans la forme d'incertitude que nous avions sur ce qui va se passer dans quelques semaines, ce doute qu'on a, l'impression d'un grand vertige. Dans ces périodes, dans le fracas, le tumulte, le chaos même, il est parfois difficile de rassembler ses idées, de penser qui nous sommes. Et je crois profondément que ce mal qui peut nous étreindre et qui étreint des millions de Français, je crois que c'est du côté de l'ESS que nous pouvons trouver des repères pour comprendre. Et je voudrais, en quelques mots, vous partager le travail d'une fondation, ESS, d'une fondation, c'est celle du Camp d'Émile. La fondation du Camp d'Émile a créé un indice d'analyse et d'alerte républicaine et démocratique. Cet indice existe depuis des années et des années. Il est le fruit de 15 années de travail de recherche pluridisciplinaire, et cet indice montre l'existence d'un processus récurrent qui conduit et peut conduire à un régime autoritaire, voire à des crimes de masse. Et la fondation du Camp d'Émile constate sur une période de 30 ans une multiplication par plus de 4 des risques pour la démocratie en France. Ce qui nous est arrivé dimanche ne vient pas de nulle part, il s'agit d'une tendance lourde. Alors, je n'ai pas envie de revenir devant vous sur comment en sommes-nous arrivés là. Il y aura des historiens pour faire leur travail et pour déterminer quel cycle politique, économique nous ont conduits au rendez-vous que nous avons en cet instant. D'autres départageront sans doute les responsabilités individuelles et collectives, les petites compromissions et les grandes trahisons, et personne ne sera épargné, qui conduisent le peuple qui souffre à vouloir confier son sort à ceux qui ne leur proposent pas un chemin pour aller mieux, mais seulement un programme pour faire mal ensemble. Et à cet instant, je voudrais vous confier un témoignage qui m'avait été donné et vous livrer ce témoignage parce qu'il a été structurant dans mon engagement et l'engagement qui m'amène à être à vos côtés aujourd'hui. Il y a 8 ans, j'ai rencontré une aide-soignante. J'étais en pleine préparation de l'élection présidentielle, pour rien vous cacher, et j'ai rencontré une aide-soignante dans un long entretien que j'avais eu avec cette femme, une femme qu'on en croise partout. Elle avait travaillé dans des EHPAD.
Elle était femme simple, mère célibataire, elle avait connu le RSA, des boulots à temps partiel. Et au terme d'un entretien agréable, sympathique, je lui pose la question que j'avais posée à toutes celles et ceux avec qui j'avais un entretien, c'était pour la préparation d'un livre. Je lui dis, Madame, quelle serait la première mesure que vous prendriez si vous étiez vous-même présidente de la République? Elle m'a répondu sans une seconde d'hésitation. J'ai pas eu besoin de réfléchir. Elle m'a dit, baissez votre salaire. Alors je suis surpris, honnêtement, et je lui dis, mais baisser mon salaire n'améliorera pas le vôtre, ça n'augmentera pas votre salaire, ça n'améliorera pas votre situation. Et elle m'a répondu du tac au tac, sans même changer d'expression, je sais, mais ça vous fera mal. Ce qui gagne avec l'extrême droite, ce n'est pas la perspective d'éradiquer le malheur, ce n'est pas la perspective d'améliorer sa situation, c'est la promesse de punir d'autres. En l'occurrence, un parlementaire à l'époque, ça ne pose pas problème. Et quand le bouc émissaire devient le voisin qui partage la même condition sociale, mais n'a pas la même couleur de peau, n'a pas la même religion, c'est une autre histoire. Et la liste des boucs émissaires, hélas, elle est longue. Et il ne faut jamais se réjouir trop tôt de ne pas y voir immédiatement son nom. Parce que cette liste, elle n'est pas immuable. Et Frantz Fanon, qui est un des plus grands intellectuels français, issu des Caraïbes avec une histoire considérable, Frantz Fanon disait justement, quand vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous. Et aux yeux de ceux qui veulent sauver la race du grand remplacement, en défendant les vertus de la civilisation française, le registre des ennemis de l'intérieur est aussi long que la liste interminable de leurs crimes dans l'histoire. Les étrangers, leurs enfants, ceux qui ont une tête d'étrangers, les plus pauvres, les indigents, leurs associations, les discriminés, les opprimés, les laissés pour compte, les associations qui s'en occupent et les citoyens qui les défendent, tout cela ont vocation à être sur la liste. Et vous comprenez automatiquement que nous autres, dans l'ESS, avons une place dans cette liste à venir. Que les rôles que nous jouons sur le terrain pour maintenir du lien social dans certains territoires, pour créer des solidarités, seront inévitablement ciblés par l'extrême droite comme, à leurs yeux, des instruments ou des réalités qui contestent la nature de leur projet. Alors dans ces moments de grand désordre, je crois profondément à la démarche qui était celle de Bloom, qui proposait de penser, j'ouvre les guillemets, à l'échelle humaine. Et face aux artisans du chaos, aux entrepreneurs de haine, voilà ce que nous, l'économie sociale et solidaire, pouvons incarner, une heureuse reconquête fraternelle, le retour de l'humain dans le débat public. Et d'abord, regardez le réel en face. La lucidité, la vérité, les faits, la raison ne sont plus des évidences. La France vit dans trop de déni, d'aveuglement, et parmi nos aînés de l'ESS, souvenons-nous que beaucoup furent engagés dans la décolonisation, pionniers lucides sur la fin d'un cycle historique. Le pays a mis longtemps, lui, à regarder la colonisation en face, pas davantage d'ailleurs que la mondialisation ensuite, et aujourd'hui, la question du réchauffement climatique et de la transition écologique. L'ESS, donc, dans ce contexte, n'est pas un supplément d'âme, mais une grille de lecture du monde nouveau. Nous sommes une révolution copernicienne pour un système économique qui, pour reprendre l'expression de Camus, n'est plus qu'une machine à désespérer les hommes, et j'ajouterais, à broyer l'environnement et la démocratie. Partir du réel, du concret, de la vraie vie comme nous le faisons quotidiennement, c'est aussi éviter, ou le meilleur moyen d'éviter, la déconnexion entre décideurs et citoyens, de combler ce fossé qui alimente le poujadisme, le nihilisme et le complotisme. Le discours du réel, c'est aussi une arme incroyablement positive contre la déprime collective. C'est le sociologue M. Gilly qui le disait hier, la vraie France est comme nous, ou plutôt nous sommes à son image, innovante, accueillante, résiliente, solidaire, et tout cela de façon très concrète. Alors, je crois que nous avons, et nous sommes capables de l'incarner, de plus en plus besoin, ou plus que jamais besoin, de médiation, de délibération, d'espace de débat.
Et si nous voulons que nos valeurs humanistes, démocratiques et sociales soient centrales, à Georges, je le dis sans détour, nous ne pouvons pas nous tenir en marge du combat qui s'engage les semaines qui viennent. Nous l'avons dit, nous ne pouvons pas nous tenir en marge de ce combat. Et ce serait une pure folie de penser que l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir créerait un contexte légèrement plus agité qu'à l'habitude, mais dans lequel on pourrait mener business as usual. Ça ne se passera pas comme ça. Nous incarnons, je le redis, tout ce que ces gens détestent, la coopération plutôt que le règne du fort sur le faible, le respect de l'humain d'où qu'il vienne, le pouvoir de la parole, de la délibération collective, l'horizontalité plutôt que le culte du chef et l'encasernement, cette urgence à s'engager, à se prononcer, à mettre en mouvement la société, même un enfant pourrait la voir, la ressentir, en comprendre l'évidence, et je nous enjoins d'ailleurs à suivre l'exemple d'un jeune garçon que beaucoup ont connu ici, ont aimé aussi, un garçon de 13 ans qui avait la vie et quelle vie devant lui et qui se lança sans hésiter dans sa première campagne. Cet adolescent de 13 ans s'appelait Claude Alfandéry et cette première campagne fondatrice, celle du Front populaire de 1936, a été pour lui le moyen justement de commencer à faire vivre les valeurs qui étaient les siennes. Et je veux le dire ici, son engagement reste un modèle et doit rester un modèle pour nous tous. Alors, s'engager, c'est une évidence, mais comment ? Je crois qu'il faut qu'on tienne les deux bouts de la chaîne, le court terme, les 4 semaines qui viennent, ou les 3 semaines qui viennent, et le long terme, le fil de notre histoire, de notre projet. Et tout cela va s'incarner à l'issue de ce congrès dans 2 textes. Le premier texte est une résolution, et je veux saluer le vote unanime de notre Assemblée générale hier, qui annonce l'engagement de SS France et de toute l'ESS dans une lutte sans réserve contre le cauchemar de l'extrême droite au pouvoir. Je remercie tous les acteurs de l'ESS, membres de l'Assemblée générale, qui ont adopté donc à l'unanimité cet appel qui vous sera lu ou qui est là et qui sera transmis aux acteurs de l'ESS à l'issue de ce congrès. Je rappelle que nos entreprises sont des entreprises citoyennes à plusieurs titres. Elles contribuent à l'intérêt général, elles voient plus grand que la recherche des bénéfices, elles sont hospitalières à la diversité, elles revendiquent le partage du pouvoir et le principe « une personne égale une voix ». Entreprises citoyennes, elles favorisent aussi la citoyenneté économique, c'est-à-dire le prolongement à l'intérieur de l'entreprise de la souveraineté du citoyen dans la cité. Et donc à ce double titre, les entreprises de l'ESS ne peuvent pas rester passives et elles choisiront les unes et les autres les modalités par lesquelles elles interviendront dans le débat dans les semaines à venir, dans le respect évidemment de la diversité des opinions, de la diversité des points de vue, mais il est clair que les entreprises citoyennes que nous sommes ne pouvaient rester à l'écart de ce combat-là et qu'elles le disent avec beaucoup de clarté et beaucoup de force au travers de cette résolution. Notre second texte est le manifeste issu de vos travaux et vos contributions qui propose un nouvel imaginaire à nos concitoyens et une méthode pour réussir le passage à l'échelle de l'ESS. Bon, je vous avoue qu'à cette étape de mon discours, moi j'avais prévu de vous parler du développement de l'ESS, mieux du mode d'emploi pour une révolution copernicienne, je me répète, qui ferait de la non-lucrativité, de la démocratie et de l'impact social et écologique des normes et les composantes d'une nouvelle mesure de la richesse créée par les entreprises, mais bon, patatras. C'était un peu le sens de ce que je voulais dire au ministre de l'économie et des finances. La discussion sur les suites législatives de la loi de 2014 qui pouvait être envisagée sous la forme d'une proposition de loi à l'initiative de la députée Anne-Laurence Pétel est aujourd'hui caduque. Obsolète aussi la discussion d'une loi de programmation dont nous aurions pourtant bien besoin pour fixer un cap, rythmer la croissance des modèles entrepreneuriaux de l'ESS. Nous nous préparions à demander à l'État qu'il finance les missions légales confiées aux CRES par le prélèvement d'une fraction du produit de la taxe parafiscale payée par les entreprises pour financer les chambres consulaires, de façon à assurer un financement pérenne des CRES sans affecter le budget de l'État. C'était une bonne mesure, mais bon, nous n'avons plus grand monde pour en parler, mais on va attendre. Hors de propos aussi notre plaidoyer en faveur de la réservation aux acteurs privés non lucratifs et aux acteurs publics des activités du soin aux personnes vulnérables, hors de propos dans la séquence, et nous reprendrons ce plaidoyer. Et à caduc enfin, je l'ai dit, mais là c'est pas complètement une mauvaise nouvelle, la discussion sur la prochaine loi de finances, puisqu'après les 10 milliards de suppression de crédit, on nous a annoncé 20 milliards supplémentaires d'économies budgétaires.
Bon, c'est pas plus mal que... je suis pas sûr que l'accueil eût été exactement le même pour Bruno Le Maire, si jamais la loi de finances était encore en discussion sur ce point, parce que inutile de vous dire que nous nous attendions, et nous nous apprêtions à le dire, à un plan social gigantesque dans l'ESS, s'il avait dû être confirmé que plusieurs milliards de ces économies avaient concerné le secteur associatif, le médico-social, le champ de l'aide internationale, celui de l'inclusion. Donc, de ce point de vue-là, la discussion est reportée. J'espère qu'elle est même éteinte, en tout cas pour ce qui nous concerne, et que nous aurons, avec le futur gouvernement, des discussions sur une autre base. Tout en restant sur le volet budgétaire, et pour revenir quand même un mot à la loi de 2014, il y a juste, et je m'achemine vers ma conclusion, il y a parfois, j'ai eu l'impression que dans la loi ESS, Maxime et Jean-François, il faut que vous bouchiez vos oreilles à cet instant de mon discours. Mais ça ne vous concerne pas tellement. Mais bon, que le gouvernement avait bien lu un passage de la loi de 2014, qui est celui sur les monnaies alternatives et les monnaies complémentaires. Parce que vous connaissez le SCO, le Cairn, le Sol Violette, la Doom. J'ai l'impression que l'État, quand il s'agit de payer l'ESS, a créé sa propre monnaie nationale complémentaire, le blabla. Ce qui est très pratique parce que ça se substitue utilement à l'euro et ça peut être dépensé sans compter. Et quand il s'agit de répondre aux demandes de l'économie sociale et solidaire, et si vous avez croisé parfois certains préfets, je suis sûr que vous en êtes sortis avec les poches pleines, tellement des fois que ça frise l'indécence. Et donc on ne voudrait pas abuser. Plus sérieusement, ce que nous demandons pour redevenir sérieux, et ce que nous disons, c'est qu'il n'est plus acceptable que dans la relation de l'État à l'ESS demeure une asymétrie aussi choquante des soutiens à l'économie conventionnelle et à l'ESS. Parce que c'est bien cela qu'il se passe. L'ESS ne geint pas, elle ne gémit pas, elle ne pleurniche pas, elle ne réclame aucun régime de faveur. Aucun régime de faveur, elle demande l'égalité de traitement et le fait que quand on pense le développement de l'économie, quand on se projette sur France 2030, on considère un secteur comme l'économie sociale et solidaire au regard de son poids économique, mais j'ajoute de sa contribution sociale et démocratique considérable à un moment où nous percevons que la cohésion sociale vacille et la démocratie chancelle. Nous ne demandons que l'égalité. Et il est temps de surcroît que collectivement nous revendiquions en outre la modernité de ces modèles. Car je ne nous oppose pas à l'économie conventionnelle. Je vous l'ai dit, moi je suis favorable à ce que dans des champs nous nous allions pour atteindre des objectifs communs. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une forme de paradoxe. Quand on représente l'économie conventionnelle et l'économie sociale et solidaire, celle qui apparaît assez spontanément comme la plus ancienne des deux, c'est la nôtre. Parce qu'on fait référence à des modèles du 19e ou du début du 20e siècle. Il n'est pas rare qu'on nous dise « Ah, le familistère de Guise, ah, la République coopérative de Charles Gide ». Soit, bon, mais on ne dit pas « Ah, l'entreprise commerciale de 1804 dans le Code civil » quand le MEDEF s'exprime. Pourtant, le modèle le plus ancien des deux, celui qui n'a évolué qu'au moment de la loi Pacte, c'est le modèle des sociétés commerciales classiques de l'économie conventionnelle, pas le nôtre. Quand on représente l'ESS, il n'est pas rare qu'on voit assez spontanément une image en noir et blanc avec un homme barbu, une redingote, une montre à gousset. Je me rends compte que je suis en train de faire le signalement de Jérôme Sadier, mais j'aurais dû lui offrir à haute forme. Mais non, je blague, c'est la partie, c'est pour détendre l'atmosphère. Mais vous voyez ce que je veux dire, nous sommes la forme la plus moderne de l'économie. Par celle qui a la première compris qu'on ne pouvait pas décorréler la production économique de ses impacts sur la santé des gens, le bien-être des personnes et désormais sur le sort des écosystèmes naturels. Nous avons pensé les premiers, l'économie sociale et solidaire a pensé la première, le lien entre l'économie, l'emploi, le social et l'écologie. Nous sommes la forme la plus moderne pour penser l'économie et adopter le pivot indispensable que doivent adopter toutes les économies européennes pour, un,
honorer les engagements qui sont ceux de l'Europe en matière d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi lutter contre la polarisation des inégalités et l'augmentation de la pauvreté. Donc je le redis, et c'est ma conclusion, il est temps aujourd'hui que nous revendiquions cette modernité, que nous soyons fiers de ce que nous sommes. Puis dois-je vous rappeler que quand l'économie conventionnelle cherche à réparer les dégâts qu'elle a fait, elle fait quoi? Elle crée une fondation, ESS, un fonds de dotation, ESS. Elle sollicite qui? Des associations, des ONG, ESS. Donc c'est par l'ESS que l'économie conventionnelle s'engage dans la société. Donc à ce titre-là, nous avons une expertise des ressources, une expérience irremplaçable qui justifie que nous assumions désormais un rôle d'entraînement. Nous ne sommes à la remorque de personne, nous ne réclamons la charité de personne, nous voulons nous engager pleinement en responsabilité dans la préparation de l'avenir, et c'est ainsi que SS France déploiera sa feuille de route. Le message, et c'est mon dernier mot que je voulais vous adresser, vous l'aurez compris, est un message de confiance en nous, de confiance en l'avenir. Ce que je veux vous dire, c'est que quand les temps sont durs, ce sont nos modèles qui résistent le mieux aux tempêtes économiques. Ce sont nos modèles qui résistent le mieux aux tempêtes économiques, mais aussi ceux que l'on appelle à la rescousse quand les solidarités vacillent et quand les principes démocratiques chancellent. Ayez confiance en vous, ayons confiance en nous. Bon vent à l'économie sociale et solidaire.